Madame, monsieur, bonjour. Nous allons vous montrer à quoi ressemble une chasse à l'homme. Nous sommes à Kherson. Kherson, où les soldats russes s'entraînent manifestement, j'allais dire s'amusent manifestement, s'entraînent manifestement au maniement de drones meurtriers sur des civils. Regardez ces images sont saisissantes. L'opérateur a identifié un civil, nous sommes sur un espace qui pourrait ressembler à un marché, je ne sais pas si c'est un marchand des 4 saisons, si c'est un marchand tout court, en tout cas de la vente itinérante. Alors il y a peu de monde autour, passe néanmoins un véhicule et vous avez ce drone là qui tourne autour de sa cible un peu comme le chat cherche la souris et puis à un moment, boum, ça tombe, ça explose. Alors je vais vous donner l'information jusqu'au bout, cette personne n'a pas été tuée. Cette personne a été blessée, mais ce qui nous a frappé en recevant ces images aujourd'hui, c'est que manifestement, les soldats russes, les opérateurs russes n'hésitent pas à s'entraîner sur des civils, je dis bien à s'entraîner sur des civils, avec ces armes de guerre, que sont des drones meurtriers, équipés d'explosifs, pour ensuite les utiliser sur le front. Pour en parler, Jean-Dominique Mercier. Bonjour. Jean-Dominique, journaliste spécialiste des questions militaires et stratégiques. Bonjour Yara Risk, vous êtes spécialiste de géopolitique et journaliste économique. Et j'ai la joie d'accueillir Maxime Pérez, ancien correspondant au Proche-Orient, spécialiste des questions de défense. Tout de suite, un tour de plateau, je voudrais savoir ce que ça vous inspire. Parce que c'est un élément de fait, mais on est dans l'ordre des sentiments, là. Ah, ces images sont horribles. Voilà, c'est simplement horrible. Alors, ça, c'est la réaction morale. On peut la caractériser, ça s'appelle... Nous assistons en direct à un crime de guerre. C'est ce que dit le ministre, on l'écoutera tout à l'heure. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères dit c'est clair. Aucun doute là-dessus. C'est un crime de guerre. C'est caractérisé. Tout le droit des conflits, le droit international nous le dit. Nous assistons en direct à un crime de guerre. Alors, des choses comme ça se passent sur le front. Mais sur le front, c'est normal. C'est normal en termes juridiques et en termes militaires, puisque c'est une guerre. Donc, à la guerre, on tue ses ennemis. Mais là, assassiner délibérément un civil qui tient son petit football... Alors, il n'a pas été assassiné, hein, il est blessé. Il a été blessé, mais là, il y a une volonté de mort. C'est évident. Ce sont des images épouvantables. Épouvantables. Et... Donc, c'est bien, comme le dit, on va le voir, une source officielle ukrainienne, le ministre, c'est bien le chef de la diplomatie ukrainienne, dit voilà, c'est un crime de guerre barbare commis par la Russie. Des milliers de crimes similaires ne sont jamais portés à la connaissance du public. Alors, vous savez, comment a-t-on ces images ? Moi, je m'interroge sur comment a-t-on ces images. Attendez, moi, je fais toujours preuve de prudence quand on commande des images. On les a validées. On sait que ce n'est pas le produit de l'intelligence artificielle, c'est du réel. Alors, vous savez, à qui profite le crime ? Il faut toujours se poser toutes les questions. Quand on est journaliste, et vous le savez mieux que quiconque, il faut bien sûr se demander si c'est bien à Kherson. On nous dit que c'est à Kherson. Si c'est bien un opérateur russe, manifestement, ça l'est. Si c'est bien un civil ukrainien, enfin, tous les éléments semblent le démontrer. Mais en effet, il faut ouvrir toutes les hypothèses. Hein. Je crois qu'il faut être tout à fait clair là-dessus. Yara Risk, qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, ce qui se passe aujourd'hui à Kherson, ça peut rappeler ce qui s'est passé en 2024 à Antonivka. Donc, je rappelle que c'est une ville dont la population a diminué de la moitié parce que la stratégie russe était la même. En tout cas, c'est la même qui est transposable. C'est une stratégie de contrôle territorial sans occupation immédiate. C'est une façon de dépeupler avant de conquérir, même de neutraliser durablement sans conquérir. Et bien, comment ? Par la peur, avec des crimes de guerre, avec des crimes contre l'humanité, en visant délibérément, parce que là, c'est délibéré avec ce type de drone, des civils. Donc ici, en fait, ils avaient toutes les informations, la façon dont il bougeait, la façon dont il était habillé, ils avaient toute son identité. Donc c'est délibéré. Et c'est aussi une façon de brouiller le front avant et arrière de la Russie, vu que là, Kherson, c'est juste à côté d'un front russe. Donc il y a tout ça qui doit rentrer en ligne de compte. Mais effectivement, comme vous l'avez bien dit, et il faut le souligner, c'est un crime de guerre parce qu'ici, on touche à des civils. Ça peut se passer sur le front, mais toucher à des civils, là, encore une fois, on augmente, on rentre dans un nouveau niveau, au niveau de l'escalade des tensions entre ces deux pays. Alors, je précise donc, je crois qu'il faut le rappeler, hein, la personne qui est visée, ce monsieur qu'on voit à l'image, a été blessé. Alors, ce qui est frappant, Maxime Pérez, tout à l'heure je parlais du jeu du chat et de la souris, c'est une expression qu'on peut utiliser en famille, là elle présente un caractère dramatique.
parce que il s'agit de la vie et de la mort. La vie et la mort d'un civil. Et on voit donc qu'il échappe, vous voyez, ça explose. Alors on a flouté, on n'a pas vocation à montrer des horreurs à la télévision. Enfin, tout le monde comprend que il y avait une vraie volonté de mort. Vous savez ce que ça m'a rappelé? Vous vous rappelez du film, comment s'appelait ce film? L'Armée des Ombres. Oui. Melville. Vous savez, à un moment, il y a une scène avec Lino Ventura. Ce sont des soldats allemands dans un tunnel. Qui tirent à la mitrailleuse sur des prisonniers en leur disant « courez, courez, courez ». Puis ceux qui s'en sortent. Et bon, là, en substance, c'est bon. Ça m'a rappelé un peu cette scène, qui est une sorte de roulette russe, quoi, finalement, où on joue avec la vie des gens. Oui, c'est absolument ça. Il y a l'idée de terroriser, et puis ça dit quelque chose aussi de l'état de l'armée russe, qui est une armée sans commandement intermédiaire, il faut rappeler, c'est-à-dire que vous avez... Il n'y a pas de sous-officier. Voilà, il n'y a pas de sous-officier, ce qui veut dire que les soldats au front, un opérateur est un simple soldat, même s'il dispose d'une formation pour pouvoir manipuler ses drones, eh bien, j'allais dire, personne quasiment au-dessus. Il n'y a pas d'encadrement. Pour pouvoir être encadré, recevoir des instructions, donc il donne libre cours peut-être à ses pulsions, à ses envies de s'essayer peut-être un nouveau drone qu'il a reçu quelques minutes ou quelques heures avant. Il n'y a pas d'explication. C'est de l'entraînement sur cible vivante, là. On peut le traduire comme ça, mais en tout cas, ça dit quelque chose aussi de ce qu'est l'armée russe aujourd'hui, et qui est flagrant évidemment depuis la guerre de 2022. Guillaume Tack est notre correspondant, je donne la parole dans un tout petit instant. Guillaume Tack est notre correspondant en Ukraine. Guillaume, est-ce que ces images sont commentées par la télévision en Ukraine? Pas seulement par la télévision, par l'opinion aussi, et les dirigeants du pays? Alors par les dirigeants, oui, comme vous le disiez un peu plus tôt, le ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, s'est déjà emparé de la question. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cette vidéo, ce n'est que l'une des dernières en date d'un phénomène qui est déjà largement documenté en Ukraine par des journalistes ukrainiens et étrangers, qui est qualifié de safari humain dans la région de Kherson, où depuis des années à présent, la Russie tue et blesse impunément des civils. Des pilotes de drones russes s'entraînent sur la population civile. Ces images que vous voyez souvent sont partagées d'ailleurs sur la chaîne Telegram par les Russes eux-mêmes, qui se vantent des victimes qu'ils font au sein de la population civile de Kherson, qui essaient ainsi d'inciter la population à quitter les lieux. Là encore, ce n'est pas de l'artillerie, c'est un drone FPV, donc l'opérateur voit directement qui il vise, dans quelles conditions il frappe. Et on rappelle qu'à Kherson, ce sont des hommes, des femmes, des enfants, des services d'urgence, des autobus qui ont été visés également. Donc malheureusement, ces images ne sont que les dernières en date d'un phénomène qui avait poussé même le commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies en mai 2025 déjà à produire un rapport qui accusait la Russie, et je cite, de crimes contre l'humanité dans la région de Kherson. Alors là, ce sont des crimes de guerre, c'est bien ça? Oui, ce sont des crimes de guerre. Et je retiens l'expression de Guillaume Tack, qui reprend une formule officielle ukrainienne, des safaris humains. Oui, ça rappelle aussi, vous savez, Jean-Dominique, les jeux vidéo. Sauf que dans les jeux vidéo, ce sont des personnages virtuels. Là, vous tirez sur des gens en chair et en os. Ce mot de safari humain est terrible, mais il est vrai. Mais ça dit aussi, au-delà du jugement moral et juridique que l'on peut porter sur ça dit aussi quelque chose de l'évolution de la guerre. Parce que on voit pour la première fois une munition, c'est-à-dire ce petit drone, poursuivre sa cible, c'est-à-dire sa cible humaine. Parce que si les Russes avaient tiré des obus sur Kherson ce jour-là, peut-être que ce monsieur, ou des drones, des gros drones, des missiles, peut-être que ce monsieur aurait été blessé. Mais c'est pas la même chose. Là, vous avez un drone piloté par un homme qui est à quelques kilomètres de là, qui voit ce qu'il fait et qui va le chercher. On voit ce monsieur paniqué qui essaie d'échapper à ce drone comme si c'était une grosse guêpe ou un gros frelon qui voulait le piquer. C'est la réaction. Et donc vous avez quelqu'un qui décide. Et la guerre d'aujourd'hui, la guerre du 21e siècle, c'est ça. Et ben c'est pas très joli. Et pour répondre à la question de d'où venaient les images, en fait, la particularité de Kherson, c'est que c'est un peu un laboratoire à ciel ouvert où justement les militaires qui sont sur place ont beaucoup plus de liberté qu'ailleurs parce qu'ils testent des nouvelles techniques, ils testent des nouvelles armes, notamment des armes peu chères, et souvent les images elles sont envoyées sur Telegram où ils montrent un peu, ils friment par rapport aux différentes choses qu'ils font sur place. Donc c'est sûrement à travers ce canal que cette image est parvenue et a ensuite été publiée sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Les Russes s'entraînent sur les civils, on y a mis un point d'interrogation. Maxime, manifestement, on peut le supprimer.
c'est le cas. Alors, ça dit effectivement beaucoup de choses de cette armée russe, qui pourtant, dans l'histoire du XXe siècle, a été une armée extrêmement disciplinée. Là, on voit qu'il y a des zones d'ombre. Alors, je vois qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus. Moi, je trouve que l'armée rouge a été extrêmement disciplinée. Extrêmement tenue. Dans sa, si vous voulez, Voilà, et très disciplinée dans sa reconquête du territoire russe, notamment à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, elle en est sortie glorifiée avec des héros. Bon, il y a des pages sombres, hein, comme dans toutes les guerres, mais là, on franchit quand même un cap. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les Russes publient eux-mêmes ces pratiques sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment pas à leur honneur. Non, mais c'est un petit peu la TikTokisation des esprits qui aussi peut parfois atteindre les rangs militaires de soldats. C'est cette lobotomisation de la jeunesse à laquelle on assiste et qui traverse également les rangs de l'armée russe en l'occurrence ici, mais finalement il y a une forme de désinhibition par rapport à ce genre de pratiques. Ça ne doit pas les choquer eux, et que ces images circulent derrière, finalement, c'est viral, il y en aura d'autres demain, et puis ils sont dans leur guerre, donc quelque part peut-être que plus rien ne les choque, plus rien ne les émeut, ils sont peut-être dénués de toute émotion, mais peut-être à l'épreuve du champ de bataille. Peut-être qu'on se fait des illusions sur le code militaire, Jean-Dominique Merchet, peut-être que partout dans le monde, les guerres d'aujourd'hui sont des guerres sauvages comme ça, dans lesquelles on ne respecte plus ni la Convention de Varsovie, ni les règles de base de la guerre. Je crois que toutes les guerres de toutes les armées du monde, dans des proportions extrêmement variables, certaines beaucoup plus que d'autres, sont le théâtre de scènes pas joli sur les civils. Je pense qu'aucune armée au monde ne peut dire j'ai les mains totalement propres dans toutes les guerres que j'ai fait. Voilà. Sauf que là, maintenant, on le voit. Et on le voit en direct quasiment à la télévision. Ce qu'on ne voyait pas. On l'apprenait, on nous le racontait, on le devinait. Il y a eu des histoires... Il y a eu des récits. Des récits. On parlait de la Russie. L'armée française en Algérie n'a pas fait que ne s'est pas comportée tous les jours comme une organisation humanitaire. Les Américains au Vietnam, etc., etc. Les Russes, vous en parliez, quand les Russes rentrent en Allemagne en 1945, ils violent des millions de femmes, etc., etc. Sauf que nous ne le voyons pas. Or, aujourd'hui, la différence, c'est que nous y assistons presque en direct. Et donc, l'effet de sidération n'est pas tout à fait le même. Alors, il faudrait surtout pas s'y habituer. C'est la réflexion personnelle que je me permets de poser sur la table, parce que c'est évidemment une façon de faire la guerre qui est inacceptable. La guerre en soi n'est pas un long fleuve tranquille, comme vous le dites avec vos mots, Jean-Dominique, mais il y a des pratiques qu'il faut absolument s'interdire. Comme peut-être aussi celle-ci, des frappes russes, aujourd'hui à Soumy, 3 morts, une femme de 76 ans, 2 fillettes de 5 et 10 ans. C'est un drone qui a frappé un quartier résidentiel. Alors, manifestement, donc, la Russie continue de frapper les populations. Je ne sais pas l'effet que ça produit en Ukraine. Je me pose la question d'ailleurs de savoir si c'est du point de vue russe tout à fait productif. Je ne suis pas tout à fait certain, parce que ça resserre au contraire le sentiment national, la volonté de défense des Ukrainiens. Oui, bien sûr, ça renforce la résilience, et en même temps, on peut imaginer que la population ukrainienne est à bout, qu'elle est usée évidemment par ces frappes à répétition, ces frappes aveugles qui font des victimes quasiment chaque nuit ou chaque matin en Ukraine, à Soumy comme d'ailleurs à Kiev, ça a été le cas le 1er août, parfois avec des moyens évidemment plus importants comme des missiles balistiques. Donc il reste en possession des Russes un certain nombre de moyens qui leur permettent donc d'user cette population russe. Ces frappes dans l'arrière-front, qui trouvent aussi leur répondant en Russie depuis un certain nombre de mois, sont menées avec l'idée qu'à un moment donné, peut-être même cet hiver, si l'on se fie à certaines déclarations de responsables russes, eh bien les Ukrainiens finiront par hisser le drapeau blanc, usé donc par cette guerre d'attrition qui fait mal aux civils, qui les empêche finalement d'avoir un quotidien normal, même si évidemment il y a une résilience extrêmement importante dans la population civile ukrainienne, et qu'ils ont appris à vivre avec cette guerre. J'allais vous demander, il y a un risque, qui est le
plus vulnérables dans cette guerre d'épuisement. Moi, j'avais le sentiment un peu inverse, celui que vous exprimez, Maxime, c'est que, bon, il y a d'abord le soutien européen et probablement américain aussi à l'Ukraine, et puis cette espèce de génie créatif. L'Ukraine a été capable de se défendre, alors que le rapport de force numérique est extrêmement défavorable, mais avec de l'ingénierie, avec des usines, enfin on a vu naître des complexes industriels en Ukraine pendant une période de guerre qui est plus longue que la Première Guerre mondiale aujourd'hui. Donc vous diriez-vous aussi que cet hiver, il y a un risque vital qui pèse sur l'Ukraine ? Alors, il y a un risque vital. L'Ukraine aura besoin des missiles patriotes en hiver, notamment. Donc, ce sont les missiles qui interceptent les missiles envoyés par les Russes. Et puis là, il y a un problème de stock, et c'est notamment lié à la guerre en Iran. Les États-Unis ne sont plus capables d'agir sur différents théâtres à forte intensité. Et justement, il y a un problème industriel de produire ces missiles. C'est pour ça que lors du sommet du G7 à Ankara, les États-Unis ont indiqué qu'ils allaient octroyer une licence de production aux Ukrainiens. Mais ça traîne. Mais là, on peut parler d'une sorte de génie, d'un réveil ukrainien. Ils sont en train de produire leurs propres armes, ils ont leurs propres produits, Même il y avait quelques semaines une exposition de défense où on voyait de plus en plus d'entreprises ukrainiennes qui présentaient son propre armement. Ce sont des géants. Voilà. C'était d'abord de petites entreprises, de chercheurs, de gens qui étaient bien formés à l'université. Et puis ça s'est développé, ça a prospéré. Et vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont pratiquement des filières. Hein. On peut même dire que les Russes sont un monstre à leur taille aujourd'hui. C'était pas l'adversaire qu'ils avaient en 2022 quand ils ont envahi le territoire ukrainien. Je dirais que les deux pays, l'Ukraine et la Russie, militairement, sont à l'équilibre. D'où le blocage de la situation. En fait, on voit bien que personne ne gagne, personne ne perd. Et c'est vrai. On peut dire aussi que tout le monde perd. Ou tout le monde perd. Mais en tout cas, donc on est dans une situation. Les deux pays sont à l'équilibre. Et cet équilibre, c'est un miracle pour l'Ukraine, parce que la taille des deux pays n'est pas du tout comparable. Qui aurait parié en février 2022 que dans la 5e année de cette guerre, les deux pays seraient toujours à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, mais cet équilibre, c'est la grande réussite de l'Ukraine qui est, pour l'instant, incapable de gagner la guerre, mais la Russie aussi. L'Ukraine estime qu'elle sera prête d'ici 40 jours à mettre fin à la guerre. Donc il y a un regain de confiance et ça veut dire aussi qu'ils ont les stocks suffisants pour tenir... Il ne faut pas se rater. Hein. Quand on dit 40 jours, si au bout de 40 jours, on a renversé la table, si la table n'est pas renversée au bout de 40 jours, il faut s'attendre à prendre la porte dans la figure. Pardon l'expression. Parce que côté ukrainien, on a fini, je pense, avec la guerre de tranchées, avec ces... Alors il y a tous les jours, sur les 1200 km de ligne de front entre Russes et Ukrainiens, des dizaines, voire parfois des centaines d'accrochages armés, mais il n'y a plus de manœuvres qui se respectent. Et les Ukrainiens sans doute, mais les Russes font aussi ce calcul, décident donc de porter des coups dans la profondeur du territoire russe, sur des infrastructures énergétiques, sur tout ce qui touche à la chaîne d'approvisionnement, en se disant que finalement c'est ça qui va faire mal aux Russes, c'est ça qui va à un moment les pousser à interrompre cette guerre, à revenir peut-être à la table des négociations. Alors, à l'inverse, les Ukrainiens, évidemment, frappent la Russie. J'évoquais hier une frappe qui avait tué des civils, mais l'essentiel, ce sont des sites pétroliers qui sont l'objet des drones ukrainiens, des drones pour l'essentiel, des sites d'infrastructures logistiques. Et alors, il faut m'expliquer pourquoi l'Ukraine a frappé, manifestement avec l'intention de le faire, ce site de Novoselki, qui est une espèce de zone industrielle dans laquelle on trouve une enseigne qui serait un peu le Amazon russe. Quel est l'intérêt mais je pense que ça... C'est intentionnel, c'est pas un accident? Alors, d'abord, je n'en sais rien. Peut-être que c'est un accident. Mais une chose est sûre, c'est que ça sensibilise la population russe aux conséquences de la guerre. À partir du moment où une entreprise de service, puisque Amazon, l'équivalent d'Amazon livre des choses, la logistique, eh bien les gens qui avaient commandé quelque chose ne le reçoivent pas chez eux. Et donc ça veut dire qu'ils sont impactés par la guerre. Ils sont impactés par la guerre, par l'absence, par les problèmes d'approvisionnement en carburant. Ils sont impactés par ce genre de choses. Donc c'est une manière, ça peut être considéré d'une certaine manière comme une action psychologique pour dire aux Russes, regardez, la guerre, elle pèse sur vous. Mais ça, c'est vrai. De l'autre côté, depuis 10 jours, le port d'Odessa est de nouveau fermé parce que les Russes ont réussi à interrompre la circulation maritime du port d'Odessa. Alors c'est important, Odessa. On voit donc...
comment dire, il se court, voilà. L'un progresse, l'autre progresse. Enchère sur enchère. Et voilà. Et ça fait 4 ans que ça dure comme ça. Le port d'Odessa, je l'évoquais rapidement, je ne sais pas si on va trouver des images, enfin tout le monde voit où se trouve Odessa, c'est sur la mer Noire. C'est un port important. En réalité, il y a un risque parce que c'est un port d'exportation. Alors l'Ukraine continue de produire des céréales, par exemple. On est en pleine campagne, là, en ce moment, et c'était, je crois, le 2e ou le 3e fournisseur mondial. Même si les Russes occupent une partie des terres les plus riches, la partie la plus orientale, en réalité, il y a toujours cette production-là. Et là, c'est un outil d'étranglement économique de l'Ukraine. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont compris que les Russes avaient des points faibles, mais l'inverse est vrai aussi. Tout à fait, on a toujours été aussi dans une guerre économique avec une volonté de fragiliser l'ennemi aussi économiquement. Et là, l'Amazone russe, c'est le cas le plus parlant parce qu'il y a cette volonté de réveiller justement les Russes et de leur montrer que vous aussi, vous n'allez plus vivre cette guerre à distance et vous allez la vivre directement. Mais parce que l'Amazone russe, donc qui s'appelle Wild Berries... C'est très étonnant d'ailleurs. Pourquoi ? Ça, il faudrait un mot anglais Je sais pas. Mais en tout cas, il y a sûrement un usage dual, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de composantes militaires qui sont stockées, qui sont envoyées, qui sont acheminées. Donc en fait, tout l'appareil logistique de cette Amazone russe est également, en tout cas sûrement utilisé pour des fins militaires. Donc il y a une volonté à la fois d'étouffer économiquement le pays, d'avoir un impact sur les populations, mais aussi de limiter tout l'appareil logistique militaire. On peut considérer, comme le dit Yara, qu'il y a chez Amazon, en Russie, l'Amazone russe, des pièces détachées militaires, que c'est un peu une planque pour l'armée. C'est possible. C'est possible. On va prendre un exemple très basique, une puce GPS que vous allez attacher à la tête d'une roquette pour augmenter sa précision. C'est quelque chose qui tient, on va dire, dans une enveloppe, mais pas loin. Et que vous pouvez tout à fait vous commander comme simple usager pour des besoins domestiques, parce que c'est un usage qui peut être aussi civil. Voilà. Donc ça fait partie de ces technologies ambiguës qui peuvent servir aussi bien à des fins civiles que militaires. Et c'est peut-être le prétexte qu'utilisent ici les Ukrainiens pour aller frapper ce type de dépôt, dépôt et de stockage de marchandises. Pour tirer jusqu'au bout le fil de cette actualité ukrainienne, je voulais vous dire également que Monsieur Zelensky le président Zelensky continue le grand nettoyage. Il a limogé notamment son ambassadrice aux États-Unis, Madame Stéphanie Chiva. Et par un décret qui a été publié, d'ailleurs c'est tout ce qu'il y a de plus officiel. Alors il y a 2 versions, il y a la version de l'ambassadrice qui dit je suis parti parce que j'ai envie de partir, et puis il y a l'autre version qui est celle du régime, Jean-Dominique Marchais, qui est nous poursuivons notre politique anticorruption. Qu'est-ce qu'on lui reprochait à cette dame ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on le saura un jour, d'ailleurs ? Oui, enfin, on voit quand même qu'il y a un problème politique en Ukraine aujourd'hui. Voilà. Zelensky est le héros de tous les temps. Il l'est vraiment ? Oui, il l'est toujours. Alors, non, quand je dis, c'était de manière un peu ironique, parce qu'on voit quand même qu'une partie des Ukrainiens, et pas des pro-russes, clairement, des Ukrainiens, il y a un débat politique assez vif aujourd'hui en Ukraine sur la manière dont le pays est gouverné. Alors, c'est vrai qu'il y a de la corruption, mais on sait bien qu'on peut se servir de la corruption pour régler ses comptes. C'est quand même un grand classique. On a vu des manifestations, on voit des protestations, on voit des limogeages, on sent bien que le climat n'est pas au mieux. Alors, l'image internationale de Zelensky reste quasiment intouchable. C'est moins vrai, je pense, dans son pays. Il y a une forme de solidarité parce que c'est la guerre et que voilà. Mais on sent quand même depuis quelques mois, depuis l'année dernière, lorsqu'il avait voulu réformer justement les institutions en charge de la lutte contre la corruption, on sent qu'il y a une contestation latente, un mécontentement latent, et d'une certaine manière, c'est assez légitime dans un pays qui souffre. Yari, je me posais cette question. Comment vit l'Ukrainien aujourd'hui ? Je parle de l'Ukrainien comme vous et moi. Le citoyen, est-ce qu'il y a toujours des entreprises ? Il y a toujours un marché ?
des importations, des exportations, même si on sait que le port d'Odessa, par exemple, principale porte de sortie du pays, est aujourd'hui sous la menace des Russes. Mais comment la richesse se produit ? Enfin, c'est une question peut-être un peu naïve, mais comment la richesse se produit dans un pays en guerre qui est l'objet de bombardements quotidiens ? Alors, il y a toujours une forme de résilience dans les pays en guerre. Il faut savoir que la vie finit toujours par l'emporter. Puis, moi-même, pour avoir grandi, vécu dans un pays en guerre, je peux vous dire que au jour le jour, on finit par ne plus s'en rendre compte parce que finalement, elle fait tellement partie du quotidien qu'il faut finir par s'habituer. Les gens continuent à aller au travail, ils continuent à faire en sorte de gagner leur pain quotidien et à faire ce qu'il faut faire. Évidemment, le sens du danger est différent, mais on n'a plus peur comme on peut le voir extérieurement. Par exemple, je pense qu'un Européen qui va voir ce qui va se passer en Ukraine va prendre beaucoup plus peur que l'Ukrainien qui va lui-même vivre la guerre. Parce que ça fait partie de son quotidien et c'est horrible à dire, mais on s'habitue à tout. Après, économiquement, il y a un soutien quand même assez important de la part de l'Europe. Il y a aussi le programme Perle, mais ça qui est beaucoup plus lié à tout ce qui est défense. Mais en tout cas, si on demande aux Ukrainiens, ils ne se sentent pas seuls, ils ne se sentent pas mis à l'écart. Et il y a quand même une certaine confiance en ce pouvoir aujourd'hui qui a réussi à tenir, comme on l'a dit en début d'émission, malgré et contre tout, contre la grande Russie. Après, pour revenir un peu au sujet initial, il y a quand même aujourd'hui une crise au sommet de l'État en Ukraine. Il y a un remaniement gouvernemental, il y a un remaniement au niveau du Conseil de sécurité. Donc il y a quand même une crise et puis c'est assez délicat qu'il y ait ce changement d'ambassadeur au moment où Zelensky est en pleine discussion avec les Américains pour obtenir ses licences patriotes avant l'hiver, pour discuter de l'aide américaine. Donc quand même ça arrive à un moment assez charnière et ça en dit beaucoup sur l'instabilité qu'il y a au sommet en Ukraine. On passe à